bonsoir. Nous sommes le mardi 20 décembre, il est 19h sur la première. Merci de nous accueillir chez vous. Lumière braquée sur l'information de cette journée. Voici les titres du journal de votre chaîne préférée. Comme des poissons dans l'eau ou presque, à Papeete, une nouvelle usine pour les produits de la mer vient de voir le jour. De la modernité à tous les étages et même un magasin de vente. Derrière tout cela, une démarche d'entreprise. Elle entraîne dans son sillage 200 salariés. Les violences conjugales, basta, c'est le désir des pouvoirs publics et des associations. L'Assemblée nationale vient de consacrer 2 jours de colloque à cette question pour les territoires ultramarins, là où les violences faites aux femmes sont les plus importantes au regard de la population. En Polynésie, chaque année, jusqu'à 1500 dames peuvent être victimes dans la sphère familiale. Des associations s'engagent pour les assister. Esmeralda Paquet, vice-présidente de Vaineora Mataiti, elle est l'invitée de cette édition. Merci, à tout à l'heure. Nous partîmes 500, mais par un bon renfort, nous fûmes 1500. C'est un peu l'histoire des centres de vacances et de loisirs. Pour leur 5e rassemblement, la jeunesse était à la fête, de la joie, le sentiment d'un temps libre qui donne au partage les couleurs vives de la liberté enjouée. Et on commence avec cette malheureuse loi des séries. Un homme de 52 ans a été retrouvé mort ce matin dans la baie de Popo. Il est allé à la pêche au filet, sur son site habituel. C'est un proche inquiet qui l'a retrouvé. Il a vu le corps inerte dans l'eau. Le malheureux tenait encore son filet de pêche accroché au coraux. D'après le médecin, une crise d'épilepsie est la cause du décès. Ce monsieur laisse derrière lui une famille avec 2 filles. Les explications de Gina Kotaï, elle est élue à Montréal. On l'a appelée au téléphone. Je me suis présentée sur les lieux pour constater effectivement que c'était bien quelqu'un de Popo et qui est décédé dans la mer suite à, je pense, il a dû avoir une crise. Crise d'épilepsie. Il a dû avoir une crise d'épilepsie parce qu'il est connu pour ça. Et donc, on attend les résultats. Ah, c'est douloureux hein, quand j'ai vu la femme, les enfants, surtout les enfants qui pleuraient, le papa. Et un chiffre, à terme, 8000 tonnes de poissons pourront être exportées grâce à une nouvelle unité de production, un outil moderne pour que de l'hameçon au palais, il ne se perde pas un seul gramme de fraîcheur. Ça se passe à Papeete. Et ce lieu de mariage a aussi une poissonnerie. C'est quasiment un showroom. Au total, 2300 mètres carrés de surface avec toute la technologie qui s'y est à la filière pêche. Entre ceux qui sont en mer et ceux qui sont à terre, 200 salariés sont à l'œuvre. Reportage Ismaël Tayata avec les images de Patrick Sinsing. De la découpe à l'emballage, en 2 minutes, l'affaire est pliée. Une chambre froide réfrigérée à 0 degré ici, 20 tonnes de thon fraîchement pêchées à destination du marché local. Ce matin, on s'est levé à 3 heures. En fait, si tu veux, on a déjà coupé à l'avance, prendre de l'avance sur les commandes. À la chaîne de production, une vingtaine de salariés. Pour garantir la fraîcheur du poisson, il faut aller vite. C'est une question de dextérité. C'est un métier qui est facile d'accès si on est sérieux, si on s'engage, si on veut apprendre, si on écoute des anciens. De la mer à l'assiette, de la pêche à la transformation, il n'y a qu'un quai. Celui-ci est dédié aux poissons frits. À disposition, une flotte de 10 palangriers. Le nouveau bébé est là. Il part en campagne la semaine prochaine. Ça va nous changer la vie. On pourra mieux pêcher. Le bateau va plus vite. C'est vraiment... On évolue dans la pêche. Alimenter le marché local, mais aussi l'export. Pour le frais, ce sera par avion. Le congelé, lui, partira en cargo. Direction la France. Ça, c'est 2 autres de nos navires, les Ulysse 1, Ulysse 2, qui traitent le poisson directement à bord. On fait défiler à bord, sous vide, étiqueté avec code-barre, poids, puis surgelé à -50. Une partie du poisson est vendue en filet. L'autre est assaisonné ici. C'est plus de 300 plats préparés par jour. Nous attendons la commande du service traiteur qui nous passe une commande par exemple de thon rouge pour faire produire les plats comme le sashimi, poisson cru. La boucle se termine ici. À chaque étape de la production, un suivi minutieux de la qualité et de la provenance du poisson est assuré.
C'est un produit qui est particulièrement sensible, donc en cas de problématique, de non-conformité, il est très important de pouvoir remonter la chaîne, de savoir quand le poisson a été découpé, quand le poisson a été conditionné, quand le poisson a été pêché et débarqué. Un, parce que les produits sont vraiment frais, et deux, c'est pas cher. Je prends uniquement du poisson, donc c'est plutôt des plateaux de sashimi, carpaccio, tartare. Du poisson frais de Rangiroa, une collaboration étroite avec certains propriétaires de cages à poissons. Nous avons aussi des partenariats avec des pêcheurs de l'île à qui on confie du matériel pour leur parc à poissons et à qui on achète du poisson. Donc c'est le poisson qui est là, qui arrive 3 fois par semaine par avion. Le groupe Moari exporte près de 2000 tonnes de poissons par an. À plein régime, il pourrait atteindre les 8000 tonnes très bientôt. Un chapitre sociétal dans ce journal, c'est un fléau par lequel s'abattent les coups et les bleus à l'âme. Et ces bleus à l'âme sont ineffaçables face à l'inacceptable des violences domestiques à l'encontre des femmes. Eh bien, les pouvoirs publics tentent d'intensifier la lutte. Les territoires d'outre-mer sont malheureusement les premiers concernés. La question a d'ailleurs fait l'objet d'un colloque à l'Assemblée avec cette interrogation. Pourquoi ? Et surtout comment faire ? Des spécialistes et des magistrats ont dessiné des pistes. Reportage à Paris avec notre consoeur Nora Noné d'Outre-mer la Première. Ces femmes témoignent des violences subies au sein de leur foyer. Les violences intrafamiliales, un fléau en France et particulièrement dans les Outre-mer. Pour preuve, la Guyane est le département français où l'on dénombrerait le plus de victimes, près de 9 femmes pour 1000 habitants. Je propose avec la compagne pour qu'elle voit comment réagit son compagnon, qu'elle prenne la distance aussi. Cette webconférence propose d'analyser les raisons de ces violences faites aux femmes dans les sociétés ultramarines. Aux Antilles, par exemple, la violence prendrait ses racines dans l'histoire coloniale et celle de l'esclavage. On estime que le contrôle et la maîtrise des femmes est quelque chose de normal et de naturel. L'autre paramètre qui pourrait expliquer ces violences, la précarité avec dans les Outre-mer un taux de chômage 2 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Dans nos territoires, les hommes s'approprient ce pouvoir économique car d'une part, eux-mêmes n'ont pas de travail et n'ont que peu de revenus et par conséquent, violenter économiquement leurs compagnes, faire souffrir leur famille de manière donc économique est lié à la précarité et cela peut expliquer ce surcroît de violence. Un autre facteur, l'addiction, à l'alcool notamment. 85% des violences intrafamiliales se déroulent dans un contexte alcoolisé et 80% des victimes sont des femmes. À La Réunion, la fiscalité sur les spiritueux est plus faible que dans l'Hexagone. Il est donc plus facile de s'en procurer. Quand vous êtes sous l'influence de l'alcool, vous avez un niveau de risque de passer à l'acte qui est pratiquement multiplié par 15. Donc, et il en est de même d'ailleurs pour une personne qui est sous l'influence de l'alcool d'être elle-même victime de violence. Fréquemment, ce qui est retrouvé donc par les constats des forces de l'ordre, c'est que auteur et victime se trouvent sous l'influence de l'alcool au moment de ces faits. Les contextes historiques, socio-économiques et l'alcoolisme confirment bien l'existence de spécificités des violences faites aux femmes en Outre-mer, d'où la nécessité d'adapter les dispositifs existants pour mieux protéger les femmes. Et nous ouvrons le débat sur la première avec notre invitée. Bonsoir Esmeralda Paquet, merci d'être avec nous. Votre engagement, il est très fort par rapport à cette cause-là. On voit que vraiment cette violence faite aux femmes est vraiment marquée par le caractère multifactoriel. Oui, exactement, oui. Caractère multifacteur, mais quand on regarde quand même ce que dit Roland Coutenceau, il faut regarder dans son ensemble, dans sa globalité, l'acte qui est commis, il faut l'observer, il faut observer aussi la personne et il faut observer la situation. Donc c'est pas juste le contexte économique, comme ils disent, qui est ou l'alcool simplement, l'alcool n'est qu'un déclencheur. Ce sont pas les seules causes annoncées qui sont responsables de la violence intrafamiliale. On a l'impression que l'éducation, la manière dont on élève les enfants, le regard qu'ils portent sur cette réalité des dames, c'est quand même un élément très fort, souvent dans le passage à l'acte. Effectivement, l'éducation, je suis d'accord avec vous. Quand on a un enfant, il faut apprendre à l'enfant à s'aimer.
C'est tout un travail. Et à s'aimer et en même temps le transformer en un être qui va devenir sociable. Et dans une culture où nous, on n'y échappe pas, hein, on élève le garçon à l'idée que il doit être un tarané, la virilité elle passe par la prise de pouvoir, notamment dans le cadre familial ou dans le couple. On est dans des croyances qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est l'éducation qui doit remplacer ça. Avec les rencontres que vous faites dans le cadre de votre engagement associatif, vous avez le sentiment que les blessures narcissiques nées pendant l'enfance ou l'adolescence sont ce terreau fertile pour la violence? Oui, c'est ce qu'on observe. C'est parce qu'on en balance soi qu'on est violent? Oui, c'est ce qu'on observe à Vahineorama Tahiti, dans tous les Vahineorama d'ailleurs, hein, c'est au niveau des blessures chez l'auteur. Mon Dieu, je ne sais plus ce que je voulais dire après. Ce que je vous propose, on va écouter un témoignage d'une dame qui est victime de violence et puis on revient reposer le débat. La violence, évidemment, c'est un facteur très très important, c'est une mécanique complexe qui a trait avec la psychologie et souvent le quotidien est un enfer. Une dame nous raconte comment elle vit justement avec son compagnon qui, lui, est très violent à son égard. La violence, elle avait déjà commencé depuis notre rencontre. Hein. Il y a eu des harcèlements verbaux, physiques. Et c'est de là, un soir, où on a décidé de fêter la Noël, tout ça. Là, il me disait à chaque fois qu'il allait changer. Hein. Après, j'ai laissé passer, j'ai fermé les yeux. Mais il y avait un moment où je me suis dit, faut que ça s'arrête, ça suffit. Parce qu'après, dans un couple, c'est pas une vie, hein, surtout quand on a des enfants. Hein. Et c'est de là, j'ai porté plainte. Donc j'ai porté plainte, c'est la deuxième fois. Comme j'étais amoureuse de lui, hein, je fermais les yeux. Je l'aime, c'est mon mari. Après, on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu espères? Il n'y a pas à espérer. Hein. C'est mon mari, je l'aime, point barre. Qu'est-ce qui te faisait te taper? Ah oui, me taper tous les jours. Hein. D'abord, c'était une fois par semaine, et après 2, 3, après voilà quoi. Hein. C'était tous les jours. Tous les jours. Que ça soit dans la journée ou le soir. Tous les jours, pour un petit truc de rien du tout. Esmeralda, c'est des témoignages que vous rencontrez de manière quotidienne, je suppose, celui-ci. Et cette part d'amour qui fait qu'on accepte l'inacceptable. Oui. Ça vous paraît étrange ? Ça vous paraît étrange à vous? Mais en fait, c'est ce qui est intéressant dans la manière de travailler de Marie-Noël, c'est surtout elle qui est au contact premier de la femme. Elle entretient un lien de confiance avec la femme parce qu'elle a cette disponibilité 24 heures sur 24 déjà depuis 12 ans. Et elle m'a appris à moi, la travailleuse sociale que je suis, que séparer le couple n'est pas la seule réponse possible et qu'au contraire, il faut travailler du coup sur la dynamique que ce couple a et pour ne pas qu'ils se séparent, pour pouvoir rester ensemble. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de parler? Bon, l'amour dont parle cette dame, la présence d'enfants également, on a peur de perdre les enfants si les autorités viennent à savoir bien qu'il y a de graves problèmes au sein de cette conjugalité. Oui, dans les familles où existent les violences intrafamiliales, il peut survenir effectivement le retrait des enfants en vertu de l'article 375 du Code civil qui dit qu'il faut venir protéger l'enfant qui est exposé à la violence, qui peut même parfois la subir directement aussi, de la part de l'auteur de la violence, que cet auteur soit homme ou femme d'ailleurs, que ce soit le père ou la mère. Donc c'est cette peur de se voir retirer ses enfants qui fait qu'on se tait. Et c'est comme ça que justement Vahineorama Tahiti a pris une place importante parce qu'elle est venue ôter cette peur pour pouvoir trouver un lieu d'écoute et un lieu de partage et du coup une prise en charge pour beaucoup de victimes. L'association, d'ailleurs, est en train de mettre en place un lieu d'accueil pour les dames battues avec les enfants. Vous êtes en train de créer un cadre, j'allais dire, normatif pour que ça fonctionne de manière apaisée, tranquille, surtout que ce soit un lieu d'assurance et de rassurance pour les dames. C'est ça. La mission première, c'est d'héberger en urgence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on a eu la chance que le pays, merci Président, a attribué 2 maisons pour pouvoir assurer cet accueil, cet hébergement en urgence. Et on est en train, donc c'est tout récent, de quelques mois, on est en train de structurer la prise en charge, on est en train de la poser administrativement pour en faire un lieu qui va être professionnel. Et on sort un petit peu du cadre associatif, mais néanmoins, on reste sous
l'entité Vahineorama Tahiti, mais on va professionnaliser effectivement l'intervention, ce que Marie-Noëlle a toujours souhaité depuis 12 ans. Merci beaucoup, Esmeralda Paquet, de nous avoir livré votre analyse. Et encore merci pour le travail mené avec Marie-Noëlle. Merci à vous. Merci. Très bonne soirée et bonne fête. Merci. Un nouvel établissement public pour gérer la lumière à Moorea. Ce lundi, le côté opératif a été présenté avec ses nouveaux outils. La Polynésienne des Eaux va gérer la clientèle notamment. D'ailleurs, les anciens agents d'EDT sont repris par l'entreprise. Aucun nouveau contrat ne sera donc demandé aux 7200 abonnés qui vivent sur l'île. Les mêmes tarifs, d'ailleurs, seront appliqués. Lionel Lafage est le directeur de l'établissement. Nous l'écoutons pour les précisions. À l'issue de la fin de la délégation de service public, il a été envisagé par la commune de pouvoir se réapproprier la gestion de l'électricité de la commune de Moorea-Maio pour avoir plus de transparence effectivement sur son fonctionnement. Et donc dans cet objectif, la décision a été prise de créer un établissement indépendant de la commune, supervisé par celle-ci, mais réellement indépendant dans son fonctionnement et sa gestion. Et donc, au terme de 5 années d'études, l'évaluation des différentes possibilités a été créée l'établissement public EPIC, donc, qui prendra en charge la gestion de l'électricité à partir du 1er janvier 2023. Et une dernière information pour ce service, le service clientèle de l'agence EDT à Moorea reste ouvert jusqu'au 29 décembre 2022 à midi. Et puis après, c'est l'EPIC qui prend la main à partir du 1er janvier 2023. Le collectif Ohana Ere, c'est un synonyme de félicité. Depuis tant d'années, les bénévoles œuvrent pour que Noël soit lumière dans tous les foyers. En ce moment, plus de 200 familles sont réunies du côté de Papeete et les enfants reçoivent leurs cadeaux et des joyaux d'humanité. Notre consoeur Caroline Fary est sur place pour ce temps de l'enfance et ce temps de la joie. Bonsoir Caroline, je suppose qu'il y a déjà de l'ambiance avec vous. Oui Stéphane, nous sommes ici devant la chapelle mormone de Wharipiti où ce soir ça va être Noël avant l'heure pour plusieurs dizaines d'enfants, ce grâce au collectif Ohana qui depuis plusieurs années œuvre pour donner un peu de bonheur à tous ces enfants. Je suis avec celle qui est à l'initiative de cette belle action, Natalia Germain. Bonsoir. Yorana. Alors ce soir, expliquez-nous qu'est-ce qui va se passer tout simplement. Alors ce soir, on est 2 collectifs à organiser ça. Il y a le collectif Horo'a et le collectif Ohana. Le collectif Horo'a se charge d'offrir les repas aux familles et Ohana viendra accompagner le Père Noël pour distribuer des cadeaux aux enfants mais aussi aux parents. Combien d'enfants vont venir? Ce soir, une centaine d'enfants sont invités. Alors on a vu qu'il y a énormément de cadeaux qui ont été collectés. Chaque année, vous recevez autant de cadeaux? Chaque année, on en reçoit beaucoup. Cette année particulièrement, il y en a vraiment énormément. Donc je suis vraiment rassurée, contente de voir qu'il y a toujours cette solidarité en Polynésie. Et je suis persuadée qu'on fera des familles heureuses ce soir. Les enfants, ils viennent d'où? Les enfants, les familles viennent principalement de Arwe, Mahina et Hitia. Le collectif Ohana, c'est combien de bénévoles? Alors le collectif, d'abord collectif parce que on n'est pas une association, donc on ne perçoit pas de subvention. Les personnes ne sont pas obligées de venir chaque année. Du coup, c'est à chaque fois le suspense. On ne sait jamais combien de bénévoles participeront à chacun de nos événements. Et ce soir, en tout cas samedi, il y avait près d'une trentaine de bénévoles et ce soir, il y en a quand même un peu plus parce qu'on a la chance d'avoir l'aide de la chapelle mormone. C'est une grosse entreprise pour collecter tous ces bijoux, tous ces cadeaux, pardon. Oui, c'est une très grosse entreprise. D'ailleurs, des fois, je me dis être victime de mon succès, mais je suis vraiment contente que les personnes aient confiance en notre collectif et confiance en moi et que les bénévoles continuent à nous suivre. Pour pouvoir nous aider parce que oui, on a besoin d'aide. L'année prochaine, ce sera la même chose? L'année prochaine, j'espère que ce sera encore mieux, toujours mieux, parce que l'année dernière déjà, on a eu la chance d'avoir le collectif Horo'a qui a organisé le dîner. Cette année, on s'est rajouté avec les jouets. Et puis l'année prochaine, peut-être qu'il y aura encore d'autres collectifs qui voudront se joindre à nous et pour faire quelque chose d'encore plus grand. Voilà Stéphane, une très belle soirée en perspective pour toutes ces familles qui viennent de Arwe, Mahina et Hitia et qui vont passer un Noël avant le réveillon du 24 décembre. Merci beaucoup Caroline et merci à votre invité. Et comme on dit, l'union fait la force.
1500 jeunes venus d'une vingtaine de centres de vacances et de loisirs, en goguette et surtout rassemblés. C'est la 5e édition de ce rendez-vous où l'on apprend à se connaître, à partager et surtout à donner au temps les couleurs tendres de l'amusement. Et on peut dire qu'ils ont ri, souri, les enfants encadrés par une équipe de 400 animateurs et bénévoles. La fête en veux-tu, en voilà. Reportage heureux signé Nicolas Suire et Juan Poutou. Ils se foncent les uns sur les autres sans se faire de mal. C'est tout l'amusement prévu par ces ballons humains. Un d'entre eux est désigné comme étant le taureau. Il doit faire tomber ses opposants afin qu'ils rejoignent son équipe. Rigolade assurée. On pousse les autres, après ils tombent. J'ai fait le taureau. Et ça a été. Puisque j'ai fait tomber presque tout le monde. Moi j'aime bien ce jeu. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait il faut pousser tout le monde et moi j'ai rien touché. Répartis en 3 catégories d'âge, les enfants des centres de loisirs ont pu bénéficier toute la journée de 30 activités dont les très appréciés bouées et de nombreux jeux d'adresse. Ils viennent ici s'amuser pendant les vacances, ils n'ont rien à faire, du coup c'est un plus pour eux pour se retrouver aussi. Je fais un petit coucou aussi pour les Tuamotu qui n'ont pas cette chance, les enfants de Tahiti qui s'amusent beaucoup dans les centres de vacances. Je trouve que voilà, c'est une journée très, très merveilleuse et super quoi. Coût de cette seule journée, 3 millions de francs. Une nécessité selon l'organisatrice de l'événement. Nous avons pu rassembler plus de 1500 jeunes. Je pense que cette somme, c'est ce qu'il faut pour nous, pour fêter la cohésion, pour fêter le partage et pour fêter la fête de Noël dans notre Fénois. En tout cas, les enfants ont énormément apprécié. À les écouter, il faudrait bien plus de journées comme celle-ci. Suffira une journée? Non. Oui. Non? Non. Un peu. Il en faudrait combien? 10. Non, 1000. Voilà, super. Summerhill de manière permanente, pourquoi pas? C'est une belle utopie. C'est quasiment la fin de ce présent journal. Nous vous rappelons l'information principale de ce mardi. Une nouvelle usine à poissons à Papeete, le nec plus ultra de la technologie, répartie dans 2300 m², une capacité pour l'exportation qui est renforcée. 200 salariés travaillent dans cette entreprise pour assurer le meilleur label fraîcheur aux produits de la mer. Vous le voyez, les images donnent appétit. On va s'intéresser maintenant au programme de la soirée sur la première. Eh bien, ce sont les vacances. C'est le temps de la fiction avec des séries que vous connaissez. Tout d'abord, Sophie Cross. Là, on va rentrer dans le domaine de l'enquête. Et puis, juste après, OPJ également. La police mène l'enquête du côté de la Réunion, les étudiants, etc. Vous allez le voir. Il y a beaucoup de suspense à vivre sur les écrans de la première. Petit coup d'œil comme chaque soir sur la une de Tahiti Info. Vous le voyez, 8000 km en paddle. C'est le projet un petit peu fou de sportives qui veulent relier Lima au Pérou jusqu'à Moorea. Bref, l'utopie est à l'honneur en ces temps de fête. Bravo à elle pour ce projet qui est en gestation. Merci en tous les cas d'avoir suivi l'information. On se retrouvera demain soir à 19h pour le journal en français. Et vous le savez, c'est la période de fête. Noël, c'est vendredi, c'est samedi, cela scintille, cela brille. C'est le temps des lumières dans les villes et les districts. La distraction gratuite et sympathique pour les yeux de ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant. Ils sont nombreux. On vous propose donc de se promener dans la nuit tahitienne. Très belle soirée, douce nuit. À demain soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.